On va vous parler de ce plan secret que la Russie prépare depuis plusieurs mois. Dans son numéro d'octobre, la revue La Vie internationale, publiée par le ministère des Affaires étrangères russe, a présenté au public russe un article au titre éloquent « Brûler jusqu'à la Manche ». C'est une question. Quelle garantie de sécurité efficace à l'heure d'un affrontement entre la Russie et l'Occident? Cette publication russe, sachez-le, n'a rien d'un tabloïd. Elle est on ne peut plus sérieuse. Publiée depuis 1922, la revue est désormais placée sous l'égide de Sergueï Lavrov, qui est le chef de la diplomatie russe. Brûler jusqu'à la Manche. Le questionnement est fort, hein, c'est une possibilité. À quoi se prépare Moscou, général Delors? Bon, je ne voudrais pas dédramatiser, mais je veux dire, il est classique quand même qu'on demande, le pouvoir politique demande à ses généraux un certain nombre de plans. Alors, c'est aux politiques d'avoir la responsabilité des options, et une fois que les options sont définies, aux planificateurs de travailler sur la réussite, ou en tout cas la préparation des modalités permettant d'atteindre le but politique. Si effectivement, Poutine a dit à ses généraux qu'il voudrait éventuellement atteindre la Manche, comment fait-on? Alors effectivement, le comment fait-on, une fois qu'on dit comment fait-on, vu l'état actuel de l'armée russe, qui est pas mauvais, mais qui est quand même pas exceptionnel, si on veut absolument atteindre la Manche, il faut employer des moyens qui sont beaucoup plus radicaux, et donc où un éventuel utilisation d'armes de destruction massive peut être envisagée. Ça, c'est dans le cadre des plans russes. Mais ça, malheureusement, c'est la logique des options qui sont données par l'autorité politique à ces généraux planificateurs pour leur dire, si je voulais atteindre ça, comment on pourrait l'imaginer, comment ça se ferait, combien de temps ça durerait, quels seraient les dégâts, quel type d'armement il faudrait utiliser, quelles répercussions sur la population, sur la nôtre et éventuellement celle des autres, etc., etc. Donc ça, qu'il y ait un plan secret, bon, il n'est pas tout à fait secret, puis si on commence à en parler, c'est qu'il n'est pas totalement secret déjà, donc ce qui laisse à dire qu'il y a quand même truc. Deuxièmement, donc oui, il ne faut pas être surpris, les Américains, ils doivent en avoir des tonnes, et les Européens beaucoup moins, parce qu'on a préparé des plans de défense, mais on a quand même des plans dans l'hypothèse où la dissuasion nucléaire devrait avoir une signification plus évidente, et donc il faut aussi malheureusement travailler sur des planifications de ce type. Donc il ne faut pas être surpris par ces planifications. Alors est-ce qu'il y a des fuites qui sont vraies ou fausses? Parce qu'on peut simuler une fuite, vous savez, qui va contrôler, qui va dévoiler les sources de quelqu'un qui donnerait des éléments sur le plan secret de Moscou. Il faudrait quand même un journaliste particulièrement courageux, mais il en existe beaucoup, mais en tout cas surtout fou. Oui, on ne dévoile pas ses sources. De s'exposer, surtout s'il disait vrai. Et s'il disait faux, la corporation serait bien la première à le dénoncer comme un faussaire. Donc non, je crois que malheureusement, dans l'état des tensions actuelles qui montent quand même, ça c'est une réalité, on est amené à plus en plus parler de ce qui se passe en underground, sous le tapis, là. Sous le tapis, et effectivement, sous le tapis, il ne se prépare pas que des choses très agréables, parce que effectivement, chaque État, je ne parle pas pour nous, mais chaque État présuppose un certain nombre de situations, et notamment quand on est un pays qui est agresseur, qui a en plus une ambition réaffirmer le but de retrouver un empire, il est évident qu'ils ont des plans comme ça. Alors combien en ont-ils? Jusqu'à la Manche, mais ils peuvent l'avoir jusqu'à déjà la Baltique, ça serait déjà pas mal, et puis éventuellement jusqu'à la mer Noire, ils y sont, mais ils n'ont pas réussi véritablement à dégager la mer Noire. C'est évidemment très intéressant de voir ce plan dévoilé à l'heure où Vladimir Poutine nous explique que c'est nous, Européens, qui sommes les va-t-en en guerre. Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe. Mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts, dit maintenant. Lui s'y prépare aussi. Hein. C'est ce qu'on voit à travers cette revue, encore une fois, qui est diffusée en interne auprès de l'armée russe et auprès du public russe. Partons à Moscou retrouver notre correspondant Charles Divot pour TF1 LCI. Charles, on a bien compris que Vladimir Poutine nous a clairement fait passer ce message. Il est prêt officiellement et officieusement à un choc avec l'Europe.
Oui, alors officiellement, ce choc il n'aura lieu que si l'Europe ou l'OTAN attaquent les premiers. Mais en fin de compte, à travers tous ces discours, il y a aussi une volonté assez paradoxale de la part de Vladimir Poutine, c'est de se positionner, de positionner la Russie comme une victime de l'OTAN, de l'Europe, qui sont présentés ici comme des ennemis de la Russie et qui menacent le pays. Et puis aussi une victime même dans les négociations de paix, parce que tout à l'heure, Dmitri Peskov, qui est le porte-parole du Kremlin, expliquait, et c'est assez étonnant après les déclarations de Vladimir Poutine, que aux yeux de la Russie, toute négociation avec les Européens, le dialogue avec les Européens est ouvert côté russe et que ce sont les Européens qui ne veulent pas. Et puis finalement aussi tout le message envoyé, il est envoyé à la population ici en Russie pour potentiellement les préparer à, si un jour il faut attaquer l'Europe, à ce que la population soit derrière son président. Merci beaucoup Charles Divot, notre correspondant pour TF1 LCI en direct de Moscou. Nicole Lisoto, comment vous interprétez ce plan de Moscou brûlé jusqu'à la Manche ? Ça me rappelle, alors dans mon imaginaire des lectures d'enfance, ça rappelle l'invasion des Huns ou des Tartares. C'est-à-dire, il prend cette image de brûler des paysages dans des grandes plaines, les grandes plaines qui relient la Russie à l'Europe occidentale. Et donc, je crois que la seule interprétation de cette communication, c'est de faire peur. C'est de montrer que la Russie non seulement est une grande puissance, mais deuxièmement qu'elle a des plans. Elle ne sera pas prise au dépourvu par une éventuelle guerre, une éventuelle attaque occidentale. Elle a des plans, elle se prépare et que tout est prêt. La machine est prête pour effectivement contrer. Donc c'est un message de propagande à l'intérieur pour montrer que la Russie est prête à tout et à l'extérieur pour dire on n'a pas peur, c'est vous qui devez avoir peur. Parce que si on déferle jusqu'à la Manche, ce sera la razzia, ce sera l'incendie de absolument tous les villages qui sont sur le chemin et pas simplement les petites villes d'Estonie. Donc je crois que le message c'est de nous faire peur. Alors est-ce que ça marche ? Moi je ne crois pas, parce que quand on regarde l'histoire de tous les grands discours de Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est pas la première fois qu'il nous sort des choses abominables. Poutine lui-même avait été le premier à dire attention, je peux utiliser l'arme nucléaire, ce qui est quand même une perspective d'incendie beaucoup plus fort que la razzia jusqu'à la Manche. Un de ses alliés, un de ses think tankers avait dit aussi qu'il faudrait une solution finale pour les Ukrainiens. Moi je me souviens très bien, je me souviens plus de son nom, mais il y avait eu cet article sur une solution finale pour les Ukrainiens. Il avait dit lui-même que le plus grand ennemi de la Russie, c'est la France. Et donc, c'est pas la première fois qu'on entend venant de la part de Poutine ou de ses porte-paroles des plans d'attaque ou nucléaires ou terrestres qui font peur. Est-ce que ça marche ? Moi, je ne crois pas. Mais peut-être là aussi, je me trompe, parce que ça a l'air tellement téléguidé, tellement rédigé par l'agent de communication du KGB, tellement téléguidé que personne ne croit une seconde que c'est un service secret occidental qui a réussi à déjouer le plan secret du Kremlin. Personne ne va penser ça une seconde. Mais c'est pas ça du tout. Mais je suis partiellement d'accord avec vous. Mais en fait, La Vie internationale, c'est une revue tout à fait officielle. C'est la revue du ministère des Affaires étrangères russe, dirigée par Sergueï Lavrov. Le plan en question, c'est pas tout à fait un plan militaire, en fait. C'est un plan qui est fait pour être répandu dans nos pays, pour être lu en Occident. Alors ça, c'est le Grand Continent, qui est un site internet extraordinaire où il y a énormément d'informations qu'il l'a révélé, qu'il l'a diffusé, mais c'est pas un site grand public. Ceci dit, par la grâce des algorithmes et ainsi de suite, ça s'est quand même répandu. Et moi, depuis que ça a été publié, j'ai une dizaine de personnes qui ont dit mais tu as vu ce papier, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que veulent les Russes? Et l'effet, il est là. C'est ça que veut faire Vladimir Poutine. Il veut peu à peu conditionner l'opinion publique occidentale au risque qu'elle court à se mettre en travers du chemin de la Russie. Russie qui a décidé, depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, donc c'est pas d'hier, depuis 25 ans, ça monte en puissance, de
récupérer son empire, de récupérer tous les pays, tous les territoires qui étaient à elle lorsque l'URSS a disparu. Vous savez que Vladimir Poutine est un grand nostalgique, à la fois de l'URSS, mais aussi de l'empire des tsars. C'est-à-dire qu'il arrive à mêler les deux cultures, ce qui peut paraître un peu antinomique, mais pour lui, c'est assez facile, il le fait. Le territoire s'agrandit de la propre volonté de celui qui est au Kremlin, qu'il soit le tsar ou qu'il soit Staline. Alors, évidemment, ça ne va pas faire peur à tout le monde, ça ne va pas changer radicalement notre point de vue sur le fait qu'il faut continuer à soutenir l'Ukraine, mais peu à peu, ça infuse dans la société. Et en fin de compte, le but pour le Kremlin aujourd'hui, à court terme, c'est d'influer sur toutes les élections qui vont avoir lieu en Europe. La présidentielle française en 2027, on voit très bien qu'il peut y avoir des implications très très lourdes. Les élections en Allemagne avec la montée en puissance de l'AfD, d'Alice Weidel, et puis en Grande-Bretagne, Nigel Farage, l'artisan du Brexit. Imaginez si on avait Farage, Le Pen, Weidel aux commandes en Europe, la position par rapport à Vladimir Poutine ne serait peut-être pas la même. C'est le rêve de Poutine, parce qu'il y a une volonté d'ingérence russe et aussi de miner l'OTAN. Et je voudrais vous faire réagir au papier de Sylvia, qui nous a rejoint sur ce plateau, parce que la guerre, elle se mène sur tous les fronts. Et la volonté de Trump de mettre fin à la guerre en Ukraine quasiment à tout prix sème de nouvelles craintes quant à l'avenir de l'OTAN. Racontez-nous. Oui, regardez ce que dit l'ancien commandant de l'armée américaine en Europe, c'est Ben Hodge. Il s'est confié au Wall Street Journal. Selon lui, l'initiative diplomatique de l'administration Trump est conforme au rêve stratégique le plus ancien du Kremlin, c'est-à-dire briser l'OTAN. Regardez ce qu'il dit: depuis l'Union soviétique, l'objectif de la Russie a été de créer un fossé entre les États-Unis et l'Europe. Et il poursuit, je pense que si Trump ignore l'Europe, c'est parce qu'il la considère comme insignifiante. L'article du Wall Street Journal décrit précisément comment cette fracture est en train de s'opérer. L'envoyé spécial Steve Witkoff, vous le savez, multiplie les allers-retours à Moscou. C'était la 6e fois ce mardi. Il n'a jamais mis les pieds à Kiev, Steve Witkoff. Le Wall Street Journal qui précise aussi, qui décrit aussi comment le plan a été conçu. Ça, on l'a dit ici à LCI Direct, c'est à la suite de rencontres secrètes avec le russe Kirill Dmitriev avant de fuiter dans la presse. Un plan qui propose une forme d'amnistie pour la Russie, lui permettant de poursuivre des plans de développement économique avec les États-Unis, notamment dans l'Arctique. On sait en quoi ce plan s'ancre, Marie-Aline, très profondément dans une relation business entre les deux pays. Sylvia, quels sont les points qui ont le plus choqué les instances européennes? Alors la question des territoires occupés, évidemment, qui reste la question la plus épineuse aujourd'hui. Le plan présentait la Russie comme une grande gagnante, contraignant Kiev à céder des territoires qu'elle n'avait pas encore perdus. Elle obligeait aussi Kiev à diminuer son armée. Enfin, les États-Unis, dans ce plan, ils sont décrits comme des médiateurs entre la Russie et l'OTAN, suggérant que l'Amérique ne se considère plus comme membre de l'Alliance, une alliance qui, vous le savez, assure la sécurité, une grande partie de la sécurité de l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. On ajoute à cela Marco Rubio, il ne nous a pas échappé qu'il n'était pas du tout à Bruxelles. Aujourd'hui, il a snobé la réunion des ministres des Affaires étrangères à l'OTAN. C'est très très rare. Le secrétaire d'État américain se fera représenter par son adjoint et c'est une absence inédite depuis 25 ans. Autrement dit, en marginalisant ses alliés historiques pour conclure un accord rapide avec Poutine, Washington offrirait à la Russie une victoire politique, la division de l'OTAN que Moscou espère depuis plusieurs décennies. Merci Sylvia, je voulais réagir. Marco Rubio, il n'y était pas parce qu'il n'avait rien à dire. Oui, c'est rien passé, il ne pouvait pas... je pense pas... c'est une réunion de l'OTAN qui est prévue tous les 6 mois, et c'est la première fois depuis 25 ans, depuis 99, je crois. Mais il y a des réunions, par exemple... Ça veut bien dire qu'il s'éloigne quand même. Des réunions du G7 très importantes où Trump ne va pas. Oui. Donc, de la part de cette administration, je crois qu'il ne faut pas avoir les mêmes réflexes diplomatiques que l'on a avec les administrations, entre guillemets, normales. Ils viennent pas, ils reviendront peut-être demain. Je pense qu'on a tort de les juger avec les critères d'autrefois. Ça, c'est un point mineur. L'autre point que je voulais dire, c'est vrai que les Russes, pour reprendre ce que vous venez de dire, dans les élections, vont soutenir les mouvements d'extrême droite, en particulier en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne. Mais enfin, il ne faut pas non plus oublier que, sauf pour la France, mais pour l'Allemagne et la Grande-Bretagne, les plus fervents défenseurs de l'extrême droite, ce sont les Américains. Steve Bannon, qui est donc un conseiller spécial
de Donald Trump a créé une structure qui s'appelle Qui le sont en mouvement, train de lâcher l'Ukraine. dont le but est de Biden n'est pas pour le financer soutien à l'extrême droite européenne, britannique et allemande. Alors, je ne sais pas comment ces extrêmes droites vont se débrouiller avec l'influence russe et l'influence américaine, mais au moins la nôtre extrême droite, elle en a qu'une, elle a les Russes, elle n'a pas encore l'influence américaine. Je ferme le... C'est juste pour montrer à quel point l'équation politique aujourd'hui est complexe et qu'à quel point on ne peut pas... envisager cette évolution de nos relations sur l'Ukraine, sur la Russie, etc., avec des critères traditionnels quand le monde va bien. Il nous reste peu de temps, général. Que l'objectif de Poutine soit de séparer les États-Unis des pays européens, c'est certain. Alors maintenant, il ne faut quand même pas se voiler la face. Les Américains ont d'autres préoccupations, il faut quand même l'avoir en tête. La dérive des continents les amène à faire face à leur ouest et plus regarder vers l'est, ou moins en tout cas. Alors pour preuve, c'est que, en dépit de la situation qui est quand même difficile depuis 3 ans, les renforcements américains décidés pour Biden ont été faibles en ce qui concerne le renforcement en Europe. Et évidemment, depuis la présidence Trump, il n'y en a pas eu de supplémentaires. Donc il faut absolument là que les Européens arrêtent de pleurer en permanence et se prennent en main pour créer véritablement une entité qui corresponde aux décennies qui viennent. Et c'est pas en étant toujours divisé, morcelé, en s'agitant comme des poules dans un poulailler que l'on va réussir à avoir une Europe forte et qui garde son autonomie stratégique. Le message est passé. Merci à Il faut voir toutes le et à retrait tous. des Américains comme une chance pour l'Europe.